Envisageons maintenant les caractères de la procédure civile. Deuxièmement, les caractères de la procédure civile. À raison de son objet, la procédure civile partage avec les autres procédures certains caractères particuliers, certains caractères qui lui donnent une forme de spécificité. Premier caractère à signaler, le caractère technique et ordonné de la procédure civile. Grand A, le caractère technique et ordonné. Il faut bien dire que la procédure civile a mauvaise réputation. Elle passe souvent pour un droit austère, un droit rébarbatif, un droit aride. On peut voir les choses, me semble-t-il, différemment. La procédure civile est, ou du moins devrait être, un droit savant, un droit logique, un droit rationnel, où les bons sentiments, l'opportunisme, les notions molles qui font parfois certains dégâts dans d'autres disciplines ne devraient pas avoir droit de cité. Pour mener à bien un procès, il faut en effet suivre rigoureusement un cheminement imposé par la loi. Il faut respecter scrupuleusement des prescriptions, des formalités impératives, et tout cela ne s'improvise pas. Tout cela ne s'improvise pas, mais tout cela n'est pas non plus, tant s'en faut, fortuit. Les règles imposées pour la marche des procès ont une raison d'être. Ce sont des règles de bonne conduite qui sont imposées dans un souci de justice, dans un souci profond d'égalité. Celui qui ne les respecte pas mérite donc d'être sanctionné, parce qu'autrement, le procès ne serait plus le lieu d'une justice impartiale, mais un champ de combat dans lequel triompherait la loi du plus fort. C'est tout l'esprit de la procédure civile, du moins classiquement, car cet esprit a aujourd'hui tendance à être parfois perdu de vue par la jurisprudence, qui a tendance à succomber de plus en plus souvent à une forme de tentation de se libérer des contraintes textuelles en prenant prétexte ou appui sur des principes généraux, tels le principe de loyauté, pour s'évader des prescriptions réglementaires ou légales. De mon point de vue, c'est un retour assez regrettable à l'arbitraire judiciaire qu'il faut combattre avec fermeté. Deuxième caractère que je voudrais souligner devant vous, le caractère non exclusif de la procédure civile. Grand B, le caractère non exclusif. La procédure est un mode de résolution des litiges. Elle est, comme le droit dans son ensemble, œuvre essentiellement pacificatrice. Elle est aussi, comme lui, une œuvre essentiellement relative. De même que le droit, du moins dans une conception classique, est un mode d'organisation des relations sociales, parmi d'autres, la morale, les convenances, les religions. Et bien de même, la procédure n'est qu'une forme de résolution des litiges, une forme juridique de résolution de ces conflits. Conflits qui connaissent d'autres formes de résolution, tantôt juridiques, tantôt extra-juridiques. En somme, et pour dire les choses précisément, le recours à la procédure, tel qu'on l'entend, consiste pour les parties à un conflit, pour les parties à un litige, à soumettre leurs différends à un juge d'État investi d'un pouvoir de juridiction, c'est-à-dire du pouvoir de trancher le litige en disant le droit, et dans le cas particulier, de départager les parties au litige en prononçant une décision de nature juridictionnelle. Il s'agit pour le juge de faire œuvre de jurisdiction. Cette décision juridictionnelle, étymologiquement, qui est un acte d'autorité, se réalise donc par application du droit aux faits litigieux, ou du moins par expression du droit relativement aux faits litigieux. Mais au sein même de la procédure, prise en tant que mode juridictionnel de résolution des conflits, elle n'est pas la seule manière de donner fin au litige. Il faut en effet compter avec d'autres modes juridictionnels ou extra-juridictionnels de règlement des conflits. Et tout d'abord, avec l'arbitrage. Arbitrage, qui est un autre mode juridictionnel de résolution des conflits, qui consiste pour les parties à un litige à confier à une ou plusieurs autres personnes qu'elle aura choisies le soin
la mission de trancher le litige, soit par application du droit, soit en équité. On parle dans ce dernier cas de décision en amiable composition. Ce choix d'un juge en quelque sorte privé peut se faire avant même la naissance du litige, et par exemple, dans les contrats internationaux, il est fréquent de voir stipuler des clauses dites compromissoires qui vont soumettre les litiges à venir en exécution du contrat à une décision d'arbitre, ou bien le choix de l'arbitre peut se faire a posteriori, une fois le litige d'ores et déjà né. On parle alors de convention d'arbitrage. Quoi qu'il en soit, les personnes qui sont ainsi choisies, qui sont ainsi appelées volontairement à trancher le litige, eh bien, sont en quelque sorte des juges institués par les parties aux différends, et non pas des juges étatiques institués par l'État. Souvent, ce sont des juristes confirmés qui interviennent en tant qu'arbitres. Par conséquent, l'arbitrage est, comme la justice étatique, un mode de résolution juridictionnelle des conflits, mais un mode juridictionnel volontaire et non pas imposé. Pour mettre fin au litige dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent aussi recourir à des modes non juridictionnels de résolution, de règlement des conflits. Ainsi, il a toujours été entendu que lorsque l'objet du litige est disponible, la volonté des parties peut mettre fin aux différends par un accord librement consenti. Ce qu'on appelle une transaction lorsque cet accord passe par des concessions réciproques des parties, chaque partie renonçant à une partie de ses prétentions au profit de l'autre. Ces transactions sont organisées par le Code civil aux articles 2044 à 2058. L'État, évidemment, y a intérêt, qui voit ses juridictions soulagées de contentieux. Les parties aussi, suivant ce qu'enseigne la sagesse populaire, une mauvaise transaction vaut souvent mieux qu'un bon procès. Encore faut-il toutefois qu'un accord puisse être trouvé, ce qui n'est pas chose facile lorsque le litige a déjà avancé et que les hostilités en quelque sorte sont déclarées. Souvent en effet, le contentieux judiciaire a tendance à envenimer la situation en poussant chaque partie à accentuer ses prétentions, parfois jusqu'à l'excès. Pour avoir plus de chances d'obtenir 5, on demandera volontiers 10. Aussi, l'un des objectifs de la procédure civile, de la loi plus généralement, a toujours été de favoriser des solutions négociées en incitant, parfois même en obligeant les parties à un conflit à rechercher une solution amiable au seuil même du procès. Ainsi, l'une des idées qui est aujourd'hui très en vogue, c'est que là où les parties ne songeraient pas à rechercher par elles-mêmes une solution négociée à leur conflit, là où en tous les cas elles ne parviendraient pas facilement à trouver cette solution, elles devraient pouvoir y parvenir parfois, en tous les cas plus facilement, grâce à l'intervention d'un tiers chargé de les aider à trouver une solution négociée. Et de là, le développement très important d'une législation visant à favoriser ces techniques de résolution amiable des conflits. Ce qu'il est désormais convenu d'appeler les modes alternatifs de règlement des conflits ou les modes alternatifs de règlement des litiges. Alternatifs parce qu'ils sont une alternative à l'intervention de la justice étatique, du jugement. C'est une forme de déjudiciarisation du procès. Ici, c'est la volonté même des parties qui va mettre fin au litige. La résolution du litige n'est plus juridictionnelle, elle est amiable, elle est volontaire. Ce qui intervient sous l'impulsion d'un tiers qui peut être, suivant les circonstances, le juge lui-même, ou bien une personne qui l'aura désigné ou que les parties auront elles-mêmes désigné. Et en effet, l'article 21 du Code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de tenter de concilier les parties. Mais faute de temps, faute de moyens, le juge a aussi la possibilité
de déléguer ses pouvoirs de conciliation. Il désignera alors un conciliateur judiciaire. Autre possibilité, il peut aussi désigner un médiateur judiciaire. La distinction entre la conciliation et la médiation étant d'ailleurs plus statutaire que objective. Cette conciliation, évidemment, peut aussi être recherchée par les parties elles-mêmes en dehors du litige. On parlera alors de conciliation amiable ou de médiation amiable, de conciliation ou de médiation extra-judiciaire. Parallèlement, une autre idée venue des États-Unis d'Amérique a été d'inciter, notamment par la rémunération, les avocats, qui sont parfois, à tort sans doute, regardés comme des agents de discorde, à rechercher eux-mêmes auprès de leurs clients, par la négociation, des accords, des règlements volontaires du litige, plutôt que des solutions judiciaires. Et de là, l'instauration en droit français, suivant les recommandations d'une commission, dite commission Guinchard, du nom de son président, commission de répartition des contentieux, de là, donc, suivant les préconisations de cette commission, l'instauration en droit français d'une procédure dite participative par une loi Béteille du 22 décembre 2010. Cette procédure est aujourd'hui organisée par le Code civil, article 2062 et suivant, et par le Code de procédure civile, article 1542 et suivant. Cette procédure est organisée comme un avantage pour les parties, en ce sens que même si elle ne débouche pas sur un accord, même si elle ne dispense pas d'aller en justice, elle devrait leur offrir une économie de temps. Et notamment, elle les dispensera d'un préliminaire de conciliation ou de médiation si celui-ci est imposé, ordinairement. Et encore, les échanges de pièces, d'arguments qui auront pu avoir lieu au cours de cette procédure participative entraîneront aussi, ainsi qu'on l'expliquera plus loin, une simplification de l'instruction dans le procès, ainsi commencé. Il reste que jusqu'à présent, cette procédure participative n'a pas connu beaucoup de succès en droit français, et on peut certainement le regretter. Plus généralement, on peut constater une relative faiblesse de l'importance quantitative des solutions amiables par rapport à l'importance du flot contentieux. À cet égard, on ne peut d'ailleurs que souscrire au jugement sarcastique du doyen Carbonnier, qui relevait avec clairvoyance le paradoxe d'un droit qui judiciarise toujours plus le contrat et dans le même temps s'efforce de déjudiciariser, de contractualiser les procès en substituant à la pesée rationnelle des arguments des embrassades amicales entre les plaideurs. Tout cela procéderait d'une forme de naïveté si, derrière ce mouvement, on ne discernait pas, plus sournois sans doute, une forme d'hypocrisie. Car il faut bien voir que l'objectif de ce mouvement de promotion des modes alternatifs de règlement des conflits n'est pas tant de favoriser la pacification des relations civiles, qui est sans doute largement illusoire, que de désengorger les tribunaux, qui en raison de la disette budgétaire actuelle, souffrent d'une pénurie de moyens qui leur rend tous les jours la tâche de juger plus difficile. La réforme intervenue par le décret du 1er octobre 2010 est symptomatique de cette évolution. Le décret, en effet facilité, par assouplissement de la forme et par généralisation, notamment extension au tribunal de commerce, la possibilité d'une conciliation sur délégation du juge, en même temps qu'il a organisé la possibilité d'une conciliation avant toute action. Plus près de nous, le décret du 11 mars 2015 ne s'est pas contenté de réorganiser formellement la matière en donnant un nouveau découpage au titre 6e du livre 1er du Code de procédure civile qui réunit désormais les prescriptions relatives à la conciliation et celles qui régissent la médiation, article 127 et suivant du Code de procédure civile. Il a aussi, et surtout probablement, posé que désormais, depuis le 1er avril 2015,
L'assignation, c'est-à-dire le mode ordinaire d'introduction de l'instance, eh bien cette assignation doit, sauf motif légitime, tirer en particulier de l'urgence ou du caractère d'ordre public de la matière, préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige. Article 56 nouveau du Code de procédure civile. S'il n'en est pas justifié, le juge peut alors proposer une mesure de conciliation ou de médiation. Article 127 nouveau du Code de procédure civile. Manifestement, on s'oriente ainsi vers une réforme qui fera, dans les matières laissées à la libre disposition des parties, de la recherche d'un accord un préalable nécessaire à la saisine du juge. Ce sera au fond une forme de retour aux préliminaires obligatoires de conciliation que connaissait l'ancien Code de procédure civile, mais un préliminaire déjudiciarisé.